Science-fiction, burlesque, biopic, drame, fantastique, aventure. Dans quasiment tous les domaines, le cinéma français a produit certaines des images les plus fortes du 7e art. Du cinéma à la fois populaire et recherché, qui n'est plus vraiment la marque de fabrique de la production hexagonale actuelle. Le cas du film de genre est évidemment symptomatique. Si les réussites existent ces dernières années, elles font souvent office d'exception, restant cantonnées au mieux à de petits succès d'estime. Des films de niche, loin d'un cinéma grand public qui a pu exister lors des décennies précédentes. Ces 20 dernières années, il n'y a bien que le Pacte des loups, avec tous ses défauts et toutes ses qualités, qui est par exemple tenté de ressusciter le film d'aventure français, populaire et ambitieux. Le constat est un peu déprimant. Et se replonger dans les films de Philippe de Broca fait alors l'effet d'un vrai coup de poing. Dans les années 50 et 60, le cinéma va connaître une révolution. Néo-réalisme, nouvelle vague, nouvelle Hollywood. Les codes changent, de jeunes réalisateurs prennent le pouvoir un peu partout. Le matériel caméra se fait plus léger, les tournages sortent dans les rues, l'évolution est autant narrative que stylistique. C'est dans ce cadre-là que Philippe de Broca va faire ses armes. Après avoir été assistant sur des tournages de Claude Chabrol ou François Truffaut, il lance sa carrière de réalisateur à la fin des années 50 avec 3 marivaudages interprétés par Jean-Pierre Cassel. Mais ce sont surtout ces 2 films suivants qui vont nous intéresser ici, Cartouche et L'Homme de Rio, avec lesquels de Broca impose un style fort qu'il résume bien avant la sortie du premier. Après 3 pseudo-comédies sur l'amour, je suis content de faire autre chose. Un film d'aventure, bondissant, mouvementé, avec peu de dialogue et de moins en moins de messages. Tout est action, tout est visuel, pas de psychologie, les gens sont ce qu'ils sont. Je voudrais arriver peu à peu à faire de mes films de véritables ballets, pas forcément des comédies musicales, mais des ballets. La note d'intention est claire et de Broca a bien conscience des enjeux du cinéma de son époque. Il va donc, avec son regard neuf et ses nombreuses références, moderniser 2 genres, le film de cap et d'épée et le film d'aventure. Depuis les débuts du cinéma, le film de cap et d'épée est un genre majeur. Aux États-Unis, évidemment, avec les films de Douglas Fairbanks dans les années 20 ou ceux d'Errol Flynn dans les années 30 et 40. Le genre est aussi très populaire dans la France de l'après-guerre. Si seul Fanfan la Tulipe a traversé le temps, les succès s'enchaînent à l'époque. Le producteur Alexandre Mouchkine cherche alors un projet pour reproduire le succès de Fanfan. Il pense aux 3 mousquetaires, mais de Broca le fait pencher pour Cartouche, déjà plusieurs fois adapté sur le grand écran, mais moins connu. N'ayant encore jamais joué dans un film en costume, Jean-Paul Belmondo accepte le rôle. La production est lancée, mais Philippe de Broca ne va pas se contenter de réaliser un cap et d'épée à l'ancienne. Dans ses choix formels, il joue certes sur un certain classicisme. Avec la reconstitution de nombreux décors en studio, par exemple, de Broca se place dans la tradition du film en costume qualité française, auquel il ajoute une ampleur plus américaine. Les mouvements de caméra amples et l'image flamboyante se réclament ainsi complètement de l'âge d'or hollywoodien, laissant de côté les nouveaux codes visuels apparus dans les années 60. Mais si le réalisateur évolue à la marge de la nouvelle vague, il va tout de même y puiser de nombreux éléments. Après avoir pastiché Humphrey Bogart dans À bout de souffle, Jean-Paul Belmondo interprète le rôle titre Cartouche en opérant la fusion entre Gérard Philippe et Errol Flynn. Le héros, avec son insolence, est un héros totalement en phase avec son époque, Est-ce que vous insistez? amenant une ironie, une distanciation typique des 60s. Je t'aime. Normal. Entre héroïsme classique et gouaille parodique, le personnage est à l'image du film. Mêlant classicisme et irrévérence, Cartouche opère une synthèse entre cinéma pré et post-nouvelle vague Demandez-moi ce que vous voulez. et traverse ainsi les années sans prendre une ride. Le succès est au rendez-vous et de Broca et Belmondo ne vont pas s'arrêter là. J'ai dit. Le duo lance rapidement un nouveau projet avec la même énergie, mais se basant sur des références très différentes. L'Homme de Rio est un pur film d'aventure sur lequel plane l'ombre de la mort aux trousses. Le film d'Alfred Hitchcock est sans doute le premier film d'action moderne, une aventure sans temps mort au rebondissement permanent.
Ce sera le modèle avoué pour l'adaptation des premiers James Bond au cinéma. Et De Broca reprend à son compte ses références, la structure du film d'Hitchcock et l'exotisme des 007. Il pioche aussi dans un autre genre très américain, la screwball comedy. Un sous-genre de la comédie romantique, populaire dans les années 30 et 40, construit sur l'opposition loufoque entre un héros et une héroïne à forte personnalité. Face à Jean-Paul Belmondo, Françoise d'Orléac campe un personnage déluré. La réalisation de Broca les rassemble systématiquement dans le même cadre, et grâce à des dialogues percutants, ces scènes de ping-pong verbal deviennent aussi dynamiques que les nombreuses scènes d'action. Le duo imprime ainsi au film un rythme endiablé. Et c'est affreux ce qui nous arrive. Est-ce que tu peux être chinois? Oh, ben c'est ça, engueule-moi, on n'est pas en voyage à noces, ma cocotte. Je suis déserteur, moi, 12 balles dans la peau. Alors tes statuts, tes indiens, les ennuis de ton professeur Bataclan... Catalan, pas de mal de ce malheureux. Oui, d'accord, il a été enlevé, c'est triste, mais toi... Et pourquoi on m'enlèverait pas, moi? Mais la principale inspiration du film ne vient pas d'Hollywood, mais de Belgique. Si Cartouche lorgnait parfois du côté d'Astérix, L'Homme de Rio prend lui modèle sur Tintin. Le réalisateur avait un temps envisagé d'adapter une aventure du jeune reporter, mais le côté asexué du personnage et la peur de ne pas avoir assez les coups des franges dans son travail l'a poussé à plutôt entreprendre une adaptation libre de la BD. Les liens sont évidents, et Hergé lui-même adoubera le film. Car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira. Tonnerre de Brest! Des diamants, des tonnes de diamants. S'il n'a pas été critique au cahier du cinéma comme les Truffaut, Chabrol ou Godard, De Broca est clairement cinéphile, mais ne se fait pas déborder par ses multiples influences. Pas de panique, récapitulons. Il réussit ce que peu arrivent à accomplir, jouer avec des références très américaines, sans pour autant oublier l'ancrage européen de ces deux films. Bref, les pieds en France et la tête à l'international, avec à la clé 2 énormes succès. Mais De Broca ne se contente pas de répliquer une formule, car si ces films se construisent sur les mêmes bases, entre aventure, action et humour, les récits vont ensuite largement différer. Cartouche et L'Homme de Rio vont en fait dans 2 directions opposées. Cartouche regarde vers un genre du passé, le KPDP, alors que L'Homme de Rio va lui de l'avant et participe, avec sa structure et son rythme, à la création d'un nouveau cinéma d'aventure. La première partie de Cartouche revitalise certes le KPDP avec un humour cartoonesque, mais De Broca renverse ensuite complètement le ton du film. Le rythme enlevé et joyeux du début prend, dans le dernier acte, un tournant dramatique. Une nuit comme je les aime. Bien noire. La noirceur affleure, la réalisation et les personnages se mettent au diapason pour annoncer le drame. Le réalisateur laisse de côté la déconstruction des codes du cinéma propre aux 60s pour retrouver sérieux et émotion, une croyance en un récit pur, en décalage total avec son époque. Tel un vieux maître, il revient à un classicisme dramatique puissant. L'aventure débridée laisse place à un drame amoureux terriblement romanesque. On voit toute la maîtrise qu'a Philippe de Broca de son récit, passant de la légèreté la plus jouissive à un final déchirant. Cartouche devient ainsi le tombeau du film de KPDP, genre qui disparaîtra quasiment à la fin des années 60, en étant à la fois sa parodie la plus drôle et sa déclinaison la plus touchante. On finira comme prévu. Dans les mains du bourreau. Oui. Et que ça aille vite. Avec L'Homme de Rio, le changement de registre est flagrant. Plus question de drame ou de reconstitution historique ici, place au divertissement pur. Ah, you speak English? Non, Française? non, Italienne? non. Seulement portugais? Sim, português. Bon, une autre fois, hein? De Broca reprend à son compte les innovations de la nouvelle vague, équipe technique réduite, caméra légère, décor extérieur, tournage sur le vif, pour les appliquer au film d'aventure. De Rio à la jungle profonde, en passant par l'architecture étrange d'un Brésilien en construction, le film multiplie les décors, chacun prétexte à une nouvelle scène d'action. Seul compte maintenant le mouvement, et le film ne s'arrête pas une seconde.
saouler la gueule. Dans le registre des acteurs cascadeurs, Jean-Paul Belmondo fait le lien entre Buster Keaton et Tom Cruise et devient le modèle du héros moderne, décontracté et charmeur. Et Philippe de Broca fait ainsi de l'homme de Rio le modèle du film d'aventure et d'action moderne, Sans temps mort, servant à son tour d'inspiration aux plus grands films du genre. Steven Spielberg, évidemment, s'en souviendra au moment de réaliser Les Aventuriers de l'Arche perdue. Une idée par plan, un tempo millimétré, tel un cartoon de Chuck Jones mixé à du Hitchcock, le tout est tiré sur 2 heures et saupoudré de marivaudages. Peu de films arrivent à mêler aussi bien humour, action et exotisme. La comédie d'aventure est née. Mais coup! Avec ces 2 films, Philippe de Broca se place ainsi au cœur d'un siècle de cinéma d'aventure. Cartouche referme la période faste de l'histoire du cinéma, où le film de cap et d'épée était un genre dominant, alors que L'Homme de Rio, 2 ans plus tard, devient lui le précurseur du cinéma de divertissement moderne. Ces films sont aussi la preuve qu'un grand cinéma populaire et français est possible, même si c'est aujourd'hui difficile à croire.